j'utilise énormément de matériaux, beaucoup de techniques très simples, très légères que je m'inflige parce que je travaille beaucoup sur la répétition de gestes, de gestes qui aboutissent en général à une forme. Et en général parce que souvent les pièces que je fais en expérimentation ici restent des petites expériences et restent comme ça, comme une espèce de catalogue de formes que je peux faire avec ces techniques-là. Cette pièce-là, qui est juste qui est cachée, c'est fait à partir de tout petits modules en papier, plissés à la main, patiemment, comme les fleurs en papier pour les mariages, frangés patiemment aussi et réinstallés tout ensemble. C'est finalement une solution pour, avec le minimum de matériaux possible, arriver au maximum de volume. Exposition. Exposition, si on écoute, c'est ex, la racine latine qui signifie au dehors de, donc exposer très littéralement signifie poser au dehors. Dès cette date de 1667, on assiste à quelque chose qui relève, qui ressortit à la notion de salon. Ces peintures étaient présentées sans espace aucun de l'une à l'autre. Elles étaient entassées, collées de l'une à l'autre, et disposées sur 5 à 6 rangées en hauteur. Vous imaginez la chose, enfin on peut l'imaginer et on peut la voir si on considère une peinture d'un peintre assez mineur, mais qui a valeur de témoignage, vue du Salon Carré justement, une peinture de 1861 de Giuseppe Castiglione, et qui présente le Salon Carré du Louvre exactement dans la disposition que je viens de dire, c'est-à-dire un amoncellement sans respiration aucune de peinture disposée sur les 4 façades d'accrochage au fer à celui que l'on appelait, puisqu'il y avait quand même une personne chargée de l'accrochage, celui qu'on appelait le tapissier. Donc il ne faut pas attendre par exemple la création en 1793 de ce qui allait devenir le Louvre pour que la question de l'exposition soit effectivement posée. C'est vrai que d'un autre côté, c'est vrai que... Non, mais il serait très bien dans le hall. J'ai envie de le mettre en haut. Enfin, dans le hall, dans un au-dessus, couloir, quoi. sur un palier, dans l'escalier. Ouais. C'est sympa. Trop petit. À faire, faire. Il faudrait que j'arrête. Faudrait que j'arrête Alors, je m'appelle Marc Genec, je suis en 4e année à Limoges. Je fais de l'installation et aujourd'hui je fais ça. Une installation. C'est une installation. C'est un... Il y a plusieurs aspects à cette histoire de école multisite Limoges-Aubusson. D'abord, ça m'embête de parler trop de l'école d'Aubusson que je connais mal, mais je préférais parler du bassin de Felletin-Aubusson en termes de lieu dans lequel la tapisserie s'est développée. Je crois pouvoir dire que ce monde de la tapisserie à Aubusson est un peu sous perfusion, comme une colonie, comme quelque chose comme ça. C'est-à-dire
qu'on donne des moyens financiers, souvent considérables. Chaque ministre qui est de passage à Aubusson annonce un plan de restructuration d'Aubusson, un plan de renouvellement de la tapisserie. Et en fait, même en y injectant des gros moyens financiers, c'est quelque chose qui n'arrive pas à produire les impacts voulus. Alors, il y a tout ce contexte qui sert de toile de fond, en quelque sorte, et il est difficile dans ces conditions de faire en sorte que Aubusson, que Limoges apporte de l'énergie à Aubusson et qu'Aubusson apporte de l'énergie à Limoges. C'est très compliqué. Alors je sais que par exemple, on voudrait que Aubusson soit une espèce de pôle technologique pour Limoges. Mais pour moi, c'est pas encore... disons que la greffe n'a pas totalement pris. La méthode n'est pas encore au point. Alors, ça balbutie. Je pense que la nouvelle école multisite, et surtout sous l'impulsion d'Otto Teicher, a des chances de réussir ce pari. C'est un pari difficile, mais je pense qu'il y a des chances que ça aboutisse. Voilà. Cette école donc, a finalement une configuration qu'on peut qualifier au jour d'aujourd'hui donc expérimentale, parce qu'il n'y a pas d'autres écoles de ce type en France dans le paysage national. C'est que les deux écoles réunies mettent ensemble un certain nombre de mètres carrés, qui frôlent donc les 20 000 mètres carrés, ce qui est considérable. Nous avions à l'origine donc deux écoles nationales distinctes, celle de Limoges et celle d'Aubusson, et donc l'ensemble donc des équipes administratives, techniques et pédagogiques se sont mobilisées là donc depuis plusieurs mois pour mettre en place donc un projet d'école multisite. On va serrer ces deux écoles distantes de 100 km, c'est pas simple tout ça. C'est quoi? Ça saute. C'est peut-être la même. Là, on est sur la même. Donc, ça veut dire que la portion du plan que tu as ralenti, il faut la mettre exactement ici, le montage. Mais elle y est, non? Non. Donc, ça veut dire que tout ce qui est là, tu vas le supprimer aussi. Je suis en 5e année, donc je passe mon diplôme le 8 juin, c'est-à-dire très bientôt, dans une huitaine de jours, quoi. Donc là, j'ai écrit un texte. De ce texte, je voulais qu'on le lise à tout prix. Et donc, je l'ai mis en réseau avec des images que j'ai faites pour former comme une page de carnet, parce que j'adore faire des carnets. Et cette grande surface blanche m'a inspirée, quoi. Donc, il y a des lignes de mots à lire. Pensée confuse, ratatiner, prenez à gauche pour plus de liberté. Je m'étends comme de la brume entre les gens que j'aime. Donc voilà, ça c'est un texte que j'ai écrit. Et quand je l'écris au mur comme ça, je le remanie au fur et à mesure. C'est-à-dire que y a des mots qui peuvent s'interchanger, des mots nouveaux qui peuvent arriver. Et en fonction des endroits où les mots se croisent, où les lignes de mots se croisent, il y a des images qui peuvent arriver, donc qui peuvent... illustré, c'est-à-dire là on tombe sur un fragment de corps à l'endroit où j'écris toujours plus net le désir. Donc je parle beaucoup du corps. Donc à côté j'ai mis la compulsion à la répétition, la dépendance du jouissant, c'est-à-dire qu'on cherche le désir sans arrêt jusqu'à payer de sa personne en fait. Voilà, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Donc on a mis l'accent donc, sur la mobilité, sur une construction aussi pédagogique assez complexe, il faut le reconnaître. Ça demande, je crois, de mon point de vue, d'avoir des étudiants donc, très engagés. Je crois que c'est une école atypique, une école, on ne va pas dire compliquée, je préfère le mot complexe,
Une école qui demande aux étudiants donc, de s'organiser, parce que, donc, comme je disais tout à l'heure, les étudiants vont sur l'un ou l'autre site donc, en fonction des programmes qui sont faits. On abordait tout à l'heure la question de la mobilité. Alors la mobilité, bon, comme on l'a dit, c'est la mobilité donc, intersite. Mais dès lors, je pense qu'on apprend à être mobile, donc on ne craint pas donc, de se confronter donc, à des déplacements, à des voyages d'études beaucoup plus importants. Et je dois dire donc, que l'école consacre énormément d'énergie, énormément de moyens sur donc, les voyages d'études et sur le déplacement des étudiants, tant en France et à l'étranger. Ça veut dire donc à la fois aller voir, constater donc avec ses propres yeux des manifestations nationales ou internationales, des grands salons professionnels. Ça veut dire donc aussi aller à un moment donné donc aussi vérifier un peu les contenus d'une grande exposition temporaire, donc en France ou à l'étranger. Ça veut dire aussi à un moment donné se confronter aussi donc à d'autres cultures, à d'autres manières donc d'appréhender la relation à l'autre, la relation aux objets, enfin l'ensemble des relations sociales, et puis tout ce qui bien évidemment donc tout ce que ça induit donc au niveau esthétique. Jamais on a vu autant de monde à une noce. Jamais. Ah, c'était beau. Toute la parenté est venue. Des gens qui ne sortent jamais de chez eux. Et ton père a beaucoup semé. Toi, tu récoltes. Il y a des cousins que je ne connaissais pas. C'est ceux de la côte. Ils prenaient peur des chevaux. À quoi penses-tu? Je ne pense à rien. Les bénédictions pèsent lourd. Comme des plombs. Elles ne doivent pas te peser. Tu dois être légère. Légère comme une colombe. Alors la pièce, c'est un jeune homme qui veut se marier avec une jeune fille, mais cette jeune fille est déjà amoureuse de quelqu'un d'autre en fait, et le jour de ses noces, elle décide de quitter son nouveau mari pour s'enfuir avec son ancien amant. Et là, c'est course-poursuite dans le bois, tragédie, ça se finit dans le sang, et voilà, il reste plus que des femmes à la fin, et tout le monde pleure. La pièce de théâtre est une tragédie, donc on a repris la symbolique du cercle et de l'arène pour mettre en place donc, la scénographie, en prenant compte aussi qu'il fallait une modulation de l'espace en fonction des différents lieux dans lesquels la pièce allait se jouer, et également qu'elle allait se jouer en extérieur. Donc il y avait beaucoup de contraintes au niveau de la scéno. L'idée, c'était d'obtenir une structure modulable, autant de par ses dimensions que par le fait qu'elle soit jouée en extérieur. Le décor, il va y avoir en arrière-plan une structure en arc de cercle auquel seront suspendus des laits de tissu. Le sol est peint donc avec une sorte de dégradé qui va vers le centre. On a très peu d'objets qui interviennent dans la pièce parce que c'est les acteurs donc, qui sont chargés de transformer l'espace. Donc les objets que l'on a créés sont des objets transformables, donc qu'ils passent d'une table à un berceau. Il y a un système de portes qui sont amovibles et qui changent l'espace en fait en fonction des différentes scènes.
Alors, on doit définir 4 lieux, 4 intérieurs. Donc, on a trouvé 2 objets, une porte en forme d'angle et une table qui se retourne et qui se transforme en berceau. Et c'est 2 objets complètement modulables et en les tournant, à chaque fois, on fait signe qu'on passe dans un autre intérieur. On a eu surtout un impératif, c'est que les acteurs fassent évoluer le décor et que tout soit modulable par eux. Donc tout est transportable, c'est eux qui font toutes les manips, changement d'angle, renversement de la table. Les laits au fond aussi, il y a une structure au fond avec des draps, ils jouent avec les draps, ils les font en banderole. Pour la scène du bois, la scène la plus tragique, ils avancent les laits pour faire signe d'un rétrécissement de l'espace. Et voilà, tout se joue comme ça va évoluer. On a tout un service extrêmement bien articulé, très efficace, qui s'appelle donc le service des projets, donc à l'école, et qui, en fonction donc du besoin exprimé par l'étudiant, et en fonction peut-être aussi donc d'institutions ou d'entreprises qu'il souhaiterait fréquenter, eh bien ce service se donne tous les moyens pour que le projet donc de l'étudiant aboutisse. La difficulté pour nous, étudiants, c'était en fait finaliser la conception de notre projet, c'est-à-dire toute la logistique, tout l'aspect technique du théâtre, spécifique au théâtre, on ne connaissait pas. Et heureusement, les techniciens du Théâtre de l'Union nous ont donné leur aide. Donc on a juste eu à mettre en forme précise dans un langage pour les techniciens, à base de plans, de dessins, etc. On a tous les 4 bossé à partir de maquettes au début, dont tout a été plus ou moins réfuté, ça a évolué, ça aussi, puis on a trouvé chacun nos rôles, et moi c'est vrai que j'ai eu le boulot du sol à faire, qui devait ressembler à une terre battue, de 7 mètres sur 8 à peu près. On avait exposé un concept personnel de la pièce sans avoir beaucoup discuté avec le metteur en scène. Donc c'était vraiment une proposition personnelle. Et ensuite, on en a retiré sur chacune des maquettes des points positifs que l'on a gardés. Donc on était pratiquement tous partis sur la symbolique de la reine. Avec une mobilité de l'espace possible en fonction des différentes scènes. Donc moi j'avais proposé une structure dans l'idée que la pièce allait se jouer en extérieur. J'avais proposé une structure autonome avec des sortes de pans mobiles en fond, où les comédiens avaient la possibilité de traverser les espaces et de bouger donc les parois comme ça. Donc dans cette pièce, en fait, il y a 2 types de personnages. Les personnages qui sont engoncés par les règles sociales. Ils sont prisonniers des règles sociales, donc ces personnages, moi je proposais qu'ils restent dans un lieu sclérosé, donc qui reste dans cette arène, et les autres qui cherchent une liberté de vie, eux ils auraient bougé plus le décor, ils auraient traversé les parois. Je voulais garder cette symbolique-là. Pas d'abri. Leur mort est prête. Je vais briller sur leur bête une fièvre de diamant.
Je sais pas quand est-ce que Ouais. Faut qu'on voit aussi pour les chaussures des jeux. Non, j'ai arrêté là. Donc nous avons un premier costume. Celui de la mariée. La servante. La belle-mère de Léonard. La mère. Léonard. La femme de Léonard. La mendiante peut-être, c'est pas encore sûr. Les oiseaux. Guiguette! Mais on n'entend pas le cheval! Ah non. L'agneau. Voilà. Alors ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas été considérés comme stagiaires. Tous nos croquis qu'on a amenés qui n'étaient pas non plus aux normes du dessin technique et tout, on a pu vraiment travailler ensemble, être considérés comme des pros entre guillemets et aller jusqu'au bout de nos idées grâce à ça. Et c'est plus qu'un stage, quoi. C'est vraiment quelque part apprendre le métier d'intermittent du spectacle, permanent. Vas-y, raconte-moi tout. Raconte-moi tout. Eh ben voilà, ça se raconte pas en fait, ça se regarde. Alors je te redis ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens, si tu veux une bonne interview, il faut la faire plutôt vers les 1h ou 2h du matin. Pourquoi? Parce que c'est là où ressort la vérité, le vrai travail, quoi. Oh Guillaume. Travail? Ouais. Tu réfléchis là. Tu mourras pas. Le côté international, il cause beaucoup vite. Non, tu avais pensé à un expo particulier? Il y en a plein en ce moment, donc on aura l'embarras du choix, je pense. Donc ça va dépendre si c'est une journée, 2 jours, 3 jours. Alors, concernant les invitations en direction donc, de créateurs, designers, artistes, accueillis à l'ENA de Limoges-Aubusson, on peut identifier plusieurs hypothèses, en tout cas 2 hypothèses de travail. Il y a d'une part donc des personnalités
à la fois donc, des gens qui ont des parcours reconnus et d'autres qui des parcours qui ne sont pas reconnus pour l'instant. C'est pas ça qui nous détermine. Nous, ce qui nous détermine, je crois, c'est si ces artistes sont au cœur de problématiques que nous souhaitons donc, aborder pendant donc, un semestre ou au-delà, hein, et qui seraient récurrentes. Donc deux hypothèses de travail, c'est soit donc la pratique de l'exposition, c'est-à-dire qu'on demande donc à ces créateurs de bien vouloir donc présenter hein, leur œuvre ou une partie de leur œuvre donc dans les galeries des études donc des deux écoles, en sachant donc que ces projets sont le plus possible donc montés, conçus, hein, donc avec des groupes donc d'étudiants. Ce que je présente ici, ce n'est pas de travaux ici, c'est le travail que j'ai commencé il y a 4 ans. Disons, j'ai souvent fait des travaux sur ce format-là, mais ce travail-là est venu après un rejet d'un plus grand format. Et je voulais faire des dessins qui créent un espace intime dans le dessin, c'est que le corps peut s'y retrouver dans une dimension réduite dans le dessin. C'est que le dessin, il a l'air plus grand qu'il n'est quand on le regarde. Et il y a des structures un peu architecturales, mais qui pour moi au début étaient presque des plateformes de station spatiale, qui intellectuellement qui voulait dire que ces lignes n'étaient pas reliées à une horizon, mais qui étaient suspendues dans une vide. C'est pour ça que j'ai pensé à la station spatiale, parce que c'est des lieux suspendus dans une atmosphère vide, ou une atmosphère sans gravité, et qui n'ont pas d'horizon. Et sur ça, j'ai réfléchi à ces lignes comme des structures dans lesquelles on pouvait se promener sans qu'on ait une projection sur l'horizon. Le dessin est aussi un langage que j'ai articulé. Alors, il y a pas le même langage, mais un langage similaire dans tout, que j'ai essayé de développer. Et chaque dessin il y a une sorte de rapport à l'automatisme, pas l'automatisme, mais le dessin surréaliste automatique, c'est-à-dire qu'elle se gère par elle-même. Je laisse des fois le dessin se gérer par elle-même, et moi, des fois, je le gère. Alors, c'est pour ça qu'il y a une articulation dans l'espace. Chaque dessin doit être différent de l'autre, même si elle reprend certaines idées de l'autre. Je m'appelle Manfredo de Souza Neto, je suis né au Brésil, j'ai 52 ans et je suis né dans une partie du Brésil qui s'appelle Minas Gerais, ça veut dire mine générale, et c'est tout un territoire où il y a beaucoup de fer, où il y a de l'or, et aujourd'hui on a tout un paysage qui est dévasté par des compagnies minéralifères à cause du fer exactement. Et c'est exactement dans ces endroits que je cherche la matière de mon travail. Ce sont les oxydes de fer pour faire des pigments et pour faire de la peinture. Je suis en résidence à l'ENAD à Limoges, à l'atelier de céramique. Ça a été exactement cet intérêt que je portais sur les paysages de ma région, sur les oxydes de fer, sur la terre
coloré, qui m'a amené à la porcelaine, qui m'a amené d'abord à la céramique et après à la porcelaine. Et c'est pour ça que je suis ici à Limoges en résidence. Je crois qu'il est très important, enfin moi c'est ma conviction, hein, d'avoir donc dans une école, et cela relevant aussi donc d'un choix concerté, hein, des créateurs donc en résidence, et peut-être dans la mesure du possible, parce que c'est aussi ces pôles-là hein, que nous souhaitons désigner comme des pôles forts dans les domaines qui relèvent donc des arts du feu. Mon travail au début, il était plutôt lié au corps parce que j'étais étudiant aux Beaux-Arts à Belo Horizonte. Et là-bas, comme il y a tous ces paysages qui m'ont toujours intéressé, ces paysages ont été traduits dans mon travail. Et je faisais des corps qui s'intégraient au paysage et au fur et à mesure, j'ai travaillé aussi sur les questions écologiques au Brésil dans les années 71, 72. En 1975, j'ai eu une bourse du gouvernement brésilien et du gouvernement français. Je me suis déménagé à Paris où j'ai resté jusqu'à 1979. Là, je suis allé aux Beaux-Arts à Paris. Bien sûr, tous ces changements m'ont vraiment croisé mon travail, d'autres courants. Et mon travail a au fur et à mesure pris un penchant géométrique sur des questions plutôt liées à l'analyse du travail en soi-même, tous ces rapports de la matière, des questions qui étaient liées au métier. Mais je me suis trouvé à la fin des années 70 comme dans un cul-de-sac. Je pensais que mon travail n'avait plus aucun intérêt, que j'aboutirais au néant. Et c'est ça qui m'a fait décider en fait de rentrer au Brésil, de retrouver tous ces paysages qui étaient familiers, mon histoire, parce que il y a d'ailleurs un écrivain brésilien qui disait que les Brésiliens découvraient le Brésil du haut de la place Clichy. Et en fait, c'était assez ironique, moi aussi. C'est à Paris que j'ai découvert quand même mon travail, mon enfance surtout, que je vivais à Paris une certaine relation schizophrénique avec moi-même. Parce que j'avais des souvenirs d'enfance, j'avais par exemple des histoires des Indiens, tout ça qui m'avaient nourri mon enfance. Et à Paris, je me sentais trop cosmopolite et je me disais, mais peut-être je garde les souvenirs de quelqu'un que j'ai lu dans un roman quelque part. Et ce n'est pas moi-même. Et c'est ça qui m'a décidé de rentrer au Brésil et retrouver mon travail d'une autre façon. À Paris, je faisais des interventions picturales dans les milieux naturels. Et tout ça, c'était documenté par des photos. Et au fur et à mesure, j'ai créé des histoires comme un lieu qui était naturel, qui était devenu artistique, pictural. Et après, comment la nature détruisait ce travail de peinture. Continuant ce travail au Brésil, j'ai commencé à faire ces interventions. Et c'est là que j'ai commencé à manier la terre et découvrir les couleurs, les oxydes de fer, toute l'oxydation de la terre et toutes ces couleurs particulières de cette région. Et cette terre a été amenée dans mon atelier. Et là, j'ai commencé à faire ce travail qui était géométrique, analytique. Il a commencé à être nourri par la terre, par la texture, les pigments, les grains. Et aujourd'hui, ce travail qui a été sur les corps, sur le paysage, qui est devenu géométrique, et au fur et à mesure, ma géométrie est devenue organique. En regardant mes peintures des années 80, fin 80, début 90, on a quand même un souvenir géométrique, mais quand on voit les tableaux, les lignes sont plus droites, les lignes, elles gonflent, elles s'arrondissent. Et c'est ça qui a fait que mon travail a envahi la troisième dimension. Et j'ai commencé à faire des objets, des objets entoilés, des objets en bois qui étaient entoilés et qui étaient peints par cette terre que j'ai récoltée dans toute cette région de Minas Gerais. Et en fait, c'est cet intérêt pour la terre qui m'a approché de la céramique et qui m'a fait venir à Limoges pour travailler la porcelaine.
Vai dar. Vai dar não. Ça a été très difficile au début, parce que j'avais des gestes d'un peintre, ou alors de quelqu'un qui avait toujours un rapport au travail, mais qui passait toujours par un instrument. Ici, je commençais à modeler en terre, faire des modèles pour mes porcelaines. Et en fait, je travaillais directement avec la main. Ça veut dire, comment dirais-je, les rapports étaient très directs et j'ai dû apprendre d'autres gestes. Et c'est ça qui m'a été très difficile, c'est de ne plus faire les mêmes gestes pour la peinture, pour couper les bois, mais faire d'autres gestes, les apprendre. Il y a aussi tout un vocabulaire, tout un métier. Au début, ça m'a beaucoup dérouté. Et c'est là maintenant, à la fin, que je commence à manier la technique et que les projets sortent d'une façon plus réussie, je dirais. Je veux dire, il y a un domaine technique qui me permet maintenant de donner une voix à mon expression. Et là, je suis en train de travailler des objets, des porcelaines, qui ont renoué aussi avec mon histoire. Ce sont des pièces qui sont comme des os, elles sont organiques, elles ne sont plus géométriques du tout. Je veux dire, il a tout à fait un autre rapport. Et ce séjour-là m'a permis de toucher à la troisième dimension des pièces que je faisais autrement. Je vais en tirer le maximum de ce séjour ici, produire des pièces parce que j'ai envie de les voir en porcelaine. Ça veut dire, au début, c'était très difficile de manier tous les matériels, la technique. Et là, maintenant, je commence à voir des projets que je pouvais très bien les sortir en porcelaine, mais je trouve que c'est déjà trop tard. Mais ce n'est pas bouclé. Je pourrais très bien ou revenir ici un jour ou aller ailleurs, continuer mon travail. La troisième, tu laisses escorrega. Não? Começa. Ah, tiens, c'est bizarre, ça va échapper. Moi, c'est pas moi qui accroche. Non, j'ai peur. Dans ce type de rencontre, qui n'est pas fracassante, hein, mais qui diffuse au quotidien toute une série d'informations, d'échanges et de relations qui peuvent être capitales, je crois, dans le parcours, d'une part de l'artiste qui est accueilli, et dans le parcours donc des étudiants qui auront engagé cette relation. Je n'avais jamais moulé quoi que ce soit. Et là, ça a été très bien. Et en plus, ce qui m'a permis, c'est de faire des pièces, des pièces qui sortaient du même moule, mais qu'à la fin, elles sont absolument individualisées. Elles ont chacune, on dirait que ce sont des pièces uniques au même temps. Parce qu'elles sont là, mais il y a un rapport à la matière, à la couleur, l'effet qu'elles soient brillantes ou mates, tout ça. Ça veut dire qu'on a une pièce qui a la même forme, qui n'a plus la même couleur, qui renvoie la lumière autrement. Et en plus, entre une pièce qui est jaune et une autre qui est bleue, il y a un écart. C'est ça qui m'a permis cette diversité en même temps, tu vois, dans une certaine idée de l'unique, une très grande diversité. J'ai commencé à ramasser des copeaux que je trouvais partout dans l'atelier. Et au fur et à mesure, les gens même rigolaient parce qu'ils disaient « Ah, mais pourquoi tu gardes des bris, tout ça ?» Et j'ai commencé à les utiliser pour faire des recherches de couleurs, ça veut dire faire des éléments. Je cuisais avec des couleurs pour voir ce que ça donnait. Et comme j'ai gardé, c'est devenu une chose très importante. Et alors, on les a exposés dans des vitrines, comme traditionnellement on montre la porcelaine. Mais là, ce qu'on montre, ce sont vraiment des choses qui étaient de l'érégé et qui est devenue une œuvre d'art. C'est quand même une dérision par rapport à cette préciosité qu'est la porcelaine. Avec des contes. Non, mais des contes, tu sais pourquoi? Parce que
des mesures. Par exemple, ça c'est le projet du bleu, là, oui, tu vois. Ouais. Et là, c'est les mesures que j'ai prises, que j'ai notées. C'est ça, non? Oui. C'est bien. C'est bien. Je peux te mettre sur... Oui, mais c'est pas... Les formats sont... Même si... Jaune. Page 32. Page 32. On voit rien. Hein? On voit pas. Ah ouais, on voit pas parce que... C'est là. Non, ça va. Non, il non sai. E poi andare nella parte che non sai, lo dire. De toute façon, il ne passerait pas à travers. Là. Non, non, il ne passera pas. Dans le cadre de mon séjour ici, je me suis rendu compte que les écoles d'art en France, d'abord, elles ont beaucoup changé par rapport aux années 70. Et par rapport au Brésil, ça a quand même une assez grande différence. D'abord, les écoles d'art au Brésil appartiennent au ministère de l'Éducation nationale et pas au ministère de la Culture. Les écoles, d'abord, on n'est pas aussi équipés qu'ici, d'abord. Il y a ça, c'est quand même une assez grande différence. Là-bas, les étudiants doivent tous acheter eux-mêmes leur matériel. Ça veut dire rien n'est fourni par l'école, sauf l'enseignement. L'enseignement est un peu plus traditionnel.